Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'Ego Crypto, la première de l'année 2023. Nous sommes le 7 janvier 2023 et on va voir un peu ce qui s'est passé sur les marchés financiers lors de ces vacances de décembre. On va essayer aussi de faire un petit peu un résumé de ce qui s'est passé lors de l'année 2022 et ce qui pourrait nous attendre pour 2023, que ce soit à la fois sur les marchés financiers et les marchés crypto. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Bitcoin et Ethereum en termes de crypto-monnaie. On fera quand même un volet macroéconomique en début de vidéo. Et puis on ira voir le S&P 500 et le CAC 40 pour savoir un peu comment les marchés américains et les marchés européens se portent. Si tu ne connais pas la chaîne de l'Atelier Crypto, n'hésite pas à t'abonner et à regarder toutes les vidéos qui existent déjà sur cette chaîne. Ici, on t'explique au mieux ce qui est en train de se passer dans l'écosystème crypto, les news sur la blockchain et on fait également des analyses financières, que ce soit sur les marchés financiers et les marchés crypto. Allez, on commence tout de suite avec le volet macroéconomique. Donc en 2022, on a vraiment eu un volet macroéconomique très important. On a d'abord eu une inflation vraiment très grandissante, que ce soit dans la zone euro comme sur le dollar en Amérique. On a atteint les 8% en Amérique et on a atteint les 10% dans la zone euro. Pareil, on a atteint également une récession technique, c'est-à-dire qu'on avait des trimestres de croissance négatifs qui s'enchaînaient, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Le marché attendait donc une récession totale, c'est-à-dire vraiment une économie où il y aurait une contraction économique et également un taux de chômage qui monte et des tensions sur les marchés de l'emploi. Cependant, sur cette fin d'année 2022, nous n'avons pas eu encore ce scénario puisque le marché du travail se porte globalement bien. Le taux de chômage n'est pas en forte hausse et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs cette semaine en 2023 qui est en train de confirmer qu'une récession en 2023 n'est pas forcément obligatoire. 2022, c'est également les interventions multiples des banques centrales, à la fois de la Banque centrale européenne et à la fois de la Banque centrale américaine pour relever les taux directeurs. Et ça a été fait très rapidement, quasiment sur 6 et 7 mois. Les taux directeurs ont vraiment été relevés, que ce soit des taux qui étaient proches de zéro. On les a relevés maintenant, par exemple, aux États-Unis, aux alentours des 4,5%. Et on table potentiellement en 2023 sur une hausse jusqu'à 5,4%, alors qu'on prévoyait de les relever seulement jusqu'à 4,5%. C'était du jamais vu déjà depuis les anciennes crises économiques. Ces interventions des banques centrales ont mis à mal les marchés actions et également les marchés crypto, étant donné que les actifs risqués étaient bien moins supportés que les marchés obligataires, par exemple, étant donné que ces banques centrales essayaient de contenir l'inflation. Et pour contenir l'inflation, l'augmentation des taux directeurs fait augmenter les taux d'intérêt généraux et donc il y a moins d'argent injecté sur le marché, il y a moins de soutien aux entreprises. On l'a vu notamment, les entreprises technologiques qui ont besoin généralement de gros investissements se sont vues retirer énormément de soutien financier et donc les actions se sont mis à chuter puisque le marché ne supportait plus ces acteurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant sur cette semaine et sur le mois de décembre? Alors le mois de décembre, il a été vraiment dans l'incertitude totale. On s'est arrêté le 17 décembre 2022. C'était une incertitude vraiment totale. On savait qu'il n'allait pas se passer grand-chose sur cette fin d'année. Ça a été le cas. Il y a eu vraiment, on va dire, des volumes qui étaient assez faibles, les acteurs qui étaient partis. Il n'y avait pas de news macroéconomiques majeures. Et puis, début janvier, on a commencé à avoir des news importantes. Et notamment cette semaine avec le rapport de l'emploi aux États-Unis. Les marchés auraient pu avoir peur des chiffres du département du travail aux États-Unis. Le département du travail nous a indiqué que l'économie américaine avait créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, avec un taux de chômage revenu à 3,5%. Donc on était en train de se dire que finalement, le marché de l'emploi se porte très bien, plutôt bien, et généralement pour les marchés actions, le fait que les emplois se portent bien veut dire que la hausse des taux directeurs pour contenir l'inflation pourrait être encore plus importante et donc du coup c'est pas forcément positif. Une contraction des fois du chômage ou de l'économie est importante pour les marchés financiers étant donné que, on va dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres puisque les banques centrales des États généralement vont essayer de ne pas trop surcharger l'économie avec la hausse de taux directeurs pour ne pas trop contracter l'économie où le marché de l'emploi pourrait vraiment créer une réelle récession
dans l'entièreté du pays. Mais finalement, ce qui a été vraiment positif pour les investisseurs, c'est le fait qu'on a été en dessous des attentes sur la hausse du salaire moyen aux États-Unis. En effet, à chaque fois qu'il y a une hausse de salaire moyen, généralement, ça contribue à une inflation plus importante et les investisseurs n'aiment pas forcément ça sur les marchés financiers. Là, on attendait 0,4% d'un mois à l'autre, comme le mois dernier, et on attendait une hausse des salaires moyens sur un an de plus 5%, alors que le mois dernier, on était plus aux alentours des 4,8%. Et non, ça n'a pas été le cas. On a eu une hausse sur un mois de 0,3% au lieu de 0,4%, et on a eu une hausse annuelle qui se porte à 4,6% au lieu des 4,8% qu'on avait le mois dernier ou des 5% qui étaient anticipés par les experts. Aux yeux des investisseurs, ça contribue au fait que l'inflation va diminuer et que la politique de resserrement monétaire des banques centrales fonctionne. Il est également aussi indiqué que dans les détails du rapport, justement, on comprend qu'il y a quand même une nette décroissance, une nette contraction économique aux États-Unis à l'heure actuelle et même dans le monde. Et on a un marché de l'emploi qui se porte plutôt bien et qui reste fort. Donc du coup, on serait potentiellement cette phase où on est dans une sorte de contraction économique sans réelle récession. Et ça pourrait encourager la Réserve fédérale américaine, qui voit déjà l'inflation bien diminuer, à ne pas faire de hausse de taux de directeur trop importante comme ces mois derniers où elle tournait autour de 0,75 points et peut-être comme en décembre où elle avait augmenté de 0,5. Là, on parle même de 0,25. Donc on aurait une hausse de taux directeur qui serait vraiment minime. En ce moment, les investisseurs tablent sur 0,25 points de base. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le volet macroéconomique. Maintenant, on va aller voir les analyses financières. Alors pour commencer, on va aller sur l'indicateur de référence du monde occidental, qui est bien entendu le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Et on voit hier, ce vendredi, qu'on a eu une nette augmentation sur les marchés financiers, sur le S&P 500 et puis dans les marchés financiers au global, étant donné que ce rapport de l'emploi a été plutôt bien pris et qu'on anticipe vraiment le comportement de la Réserve fédérale à l'avenir. Alors moi, je vais vous revenir sur plusieurs points en termes techniques. Déjà, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé en 2022. Je vais vous enlever Ishimoku pour que ça soit un peu plus propre. Tout simplement, ce qu'on a depuis le 4 janvier 2022, c'est une trendline baissière qui est vraiment très nette, vous pouvez le voir ici. On a à chaque fois fait une touchette ici sur cette trendline baissière. On n'est jamais arrivé à s'extirper de cette trendline. Et vous voyez, je peux rajouter ici et ici encore. On a eu du coup 5 touches sur cette trendline baissière. Donc dans un sens, si on veut prendre des indicateurs assez simples, on ne sera toujours pas sorti du bear market sur les marchés financiers et les marchés risqués tant qu'on ne traversera pas cette tendance baissière. Autre chose à prendre en considération, vous voyez qu'on a perdu au mois de mars-avril 2022, on a perdu la moyenne mobile 200 très nettement et on n'est plus jamais arrivé à la reprendre. La moyenne mobile 200 ici, c'est notre indicateur long terme en rouge. Cette moyenne mobile 200 a été au contact de nos trendlines baissières ici et pour l'instant, on n'est jamais arrivé à la reprendre assez nettement, c'est-à-dire au moins avoir 3 clôtures au-dessus de la moyenne mobile 200. Ça n'a pas été le cas. Donc finalement, on a 2 indicateurs à regarder. C'est d'abord traverser la moyenne mobile 200 qui est juste avant la trendline baissière, puis aller chercher notre trendline baissière, la casser et on sortira du bear market sur les actifs risqués. Pour sortir du bear market, il faut un soutien des investisseurs et les investisseurs seront rassurés si la Réserve fédérale américaine commence à ralentir ses taux directeurs. Le ralentissement des taux directeurs devrait arriver prochainement, mais l'arrêt total de la hausse de taux directeurs et la diminution des taux directeurs par la suite ne devrait arriver que fin 2023. Alors, il y en a qui annoncent mi-2023 les plus optimistes. Moi, je pense potentiellement sur 3e trimestre, voire fin 2023, on commence vraiment à diminuer. Et là, ça sera vraiment retour au bull run, retour sur une phase haussière sur les marchés financiers. Pour l'instant, qu'est-ce que le marché nous fait? Vous voyez qu'il est au contact de sa moyenne mobile 50, qui est notre indicateur court-moyen terme. C'est important de reprendre cette moyenne mobile 50. Ça montre une envie à chaque fois de dépasser des objectifs et d'aller chercher des objectifs de long terme. À chaque fois qu'on a dépassé la moyenne mobile 50, on a une envie d'aller chercher cette trendline baissière ou cette moyenne mobile 200, mais ensuite, on n'avait jamais
la petite indication macroéconomique qui nous est traversée et nous dire qu'on sortait vraiment du bull run. Donc il faudra être attentif sur la moyenne mobile 50. Attention, si lundi on ne la dépasse pas et qu'on se fait rejeter, on pourra aller chercher des niveaux plus bas pour ensuite venir rechercher cette moyenne mobile 50. Je pense notamment au bas de ce range du mois de décembre vu qu'il y avait peu de volume. Sinon, on ira chercher des niveaux bien plus bas au niveau des 3637. On n'en est pas encore là, étant donné qu'en Ishimoku, vous voyez qu'on est toujours dans le nuage d'Ishimoku et c'est lui qui devrait être notre support à 3798. Autre point à noter que j'ai envie de vous indiquer, vous savez que sur le CAC 40 qui se porte un petit peu mieux, on va le voir juste après, généralement quand on a une Golden Cross, c'est plutôt positif et c'est un indicateur justement de retournement et de retour de bull run. La Death Cross à l'inverse, c'est un indicateur justement qui annonce une phase baissière, un bear market, vous allez le voir, c'est assez net. Ici, la moyenne mobile 50 va croiser la moyenne mobile 200, c'est ce qu'on appelle une Death Cross, c'est la moyenne mobile court moyen terme qui croise la moyenne mobile long terme. Donc on est sur une phase très baissière. Donc la Death Cross, ça a été l'indicateur qui nous a pas fait sortir de cette trendline baissière, qui nous l'a construit justement. Et vous voyez que la moyenne mobile 50 est allée très très bas et elle n'arrivait jamais à revenir aux alentours de la moyenne mobile 200. Pour l'instant, on commence à avoir justement ce resserrement des deux moyennes mobiles. On devrait potentiellement, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, avoir ce croisement et ce croisement pourrait être également un facteur pour essayer de traverser cette trendline baissière et de repartir sur les marchés financiers. Maintenant, on va passer au CAC 40 et sur le CAC 40, vous voyez qu'on est toujours dans notre fameux range et que aujourd'hui, enfin hier plutôt, vendredi, on est en train de sortir de ce range pour la première fois. Donc on en a beaucoup parlé pendant des mois de ce fameux range qui a commencé en mars 2022. Je vous l'ai tracé ici avec une petite borne ici rose en bas et une borne blanche au-dessus ici. Et ici, c'était vraiment notre top à traverser. Il y avait deux tops, hein. Il y avait celui-là, on a mis un petit peu de temps, il nous a servi de support, après on l'a cassé. On est revenu sur la moyenne mobile 50, je vous en ai parlé lors des shorts YouTube et TikTok, et on est venu ensuite repartir avec les bonnes news du marché de l'emploi. Et en Europe, on est emballé par les chiffres de l'inflation puisqu'on est redescendu aux alentours des 9% d'inflation. Vous voyez que là, on est en train de casser ce range du coup. Pourquoi on le casse également par rapport au S&P 500 qui lui est toujours dans une phase baissière? C'est également aussi parce que vous voyez, je vous en ai parlé à un long moment sur le dernier Eco Crypto, on a la moyenne mobile 50 qui a traversé la moyenne mobile 200. On a donc cette fameuse Golden Cross qui est en positive pour les marchés financiers. Je vous avais dit que potentiellement on n'allait pas repartir directement ici, qu'on attendrait cette Golden Cross. On a eu la Golden Cross. Je vous ai dit maximum on peut revenir sur la moyenne mobile 200, ça sera notre support majeur. On n'a même pas cherché la moyenne mobile 200, la 50 aura suffi. Et là, on commence à repartir et casser ce range qui dure depuis quasiment un an. Donc, c'est positif sur le CAC 40. À suivre maintenant, ça va être déterminant de voir ce que la Banque Centrale Européenne va faire, la Banque Centrale, bien entendu, américaine également, pour avoir des bonnes news macroéconomiques qui maintiennent et aident ces indicateurs techniques à continuer leur hausse. Allez, maintenant, on va passer au marché des cryptos et on commence tout de suite avec Bitcoin. Alors, sur Bitcoin, on va regarder en daily. Je vous ai pas mal parlé de plusieurs scénarios, mais ces derniers temps, sur les derniers scénarios qu'on avait regardés, on était sur une sorte d'impulsion héliotiste en 5 temps qui s'était arrêtée. Et là, on était plutôt dans une phase d'observation, une phase de range. Et dans ce range, 2 mois de décembre qui a commencé le 16 décembre, on était entre ces deux bornes, la borne basse, la borne haute, qui sont finalement la clôture, les deux clôtures ici et les deux clôtures ici, globalement presque 3 clôtures. On a en Ishimoku la confirmation finalement de son range avec les aplatissements de Kijun ici et ici. Donc, je vous ai dit, si on sort de ce range, ça pourrait être positif sur Bitcoin. Il y avait plusieurs choses à aller chercher avant. Il y avait la Tenkan sur Ishimoku. On a cherché la Tenkan sur Ishimoku en bleu ici. Et on avait la moyenne mobile 50 plus récemment. Je vous avais dit, attention, on est au contact de la moyenne mobile 50, on n'arrive pas à la passer. Il faut qu'on ait de l'élan, il faut qu'on la passe. Une fois qu'elle sera passée, généralement, on va stagner un tout petit peu, on va clôturer au-dessus. Et ensuite, on essaiera d'aller chercher le haut du range et de s'extirper par le haut. Bon, pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. On a intégré en plus le nuage d'Ishimoku, on en avait parlé cette semaine dans les shorts YouTube. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner pour aller voir tous les shorts YouTube tous les jours. Ça vous fait un résumé des points techniques ou des points macroéconomiques de ce qui s'est passé sur la journée. Ça vous fait un point tous les jours, 30 secondes, 1 minute, donc c'est assez rapide.
Là, vous voyez qu'aujourd'hui, on hésite un peu, on tâtonne vu qu'on est le week-end. Est-ce qu'on va conserver ce haut du range étant donné qu'on est quasiment en train de sortir du nuage d'Ishimoku ici, potentiellement demain. Ça serait bien que Bitcoin commence à faire une petite hausse pour essayer de se rassurer, parce que ça serait dommage de perdre ce nuage. Après, le nuage ici pourra toujours être repris quand il sera un peu moins épais. On va voir comment ça va se passer, mais je trouve que c'est positif qu'on ait déjà fait une clôture au-dessus de ce range hier, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient cet indicateur. Attention au bull trap. Je pense qu'il va falloir attendre aussi que les marchés financiers lundi ouvrent de nouveau pour essayer d'avoir un élan sur les volumes et sur l'envie sur les actifs risqués au global. Bitcoin, si on retrace un petit peu les indicateurs long terme, je vous avais dit que j'en parlerai aujourd'hui. Vous voyez que en weekly, je vais enlever un petit peu tous les schémas. En weekly, si on regarde les moyennes un peu basiques, si on regarde Ishimoku, on est loin de traverser les premières résistances. Vous voyez que la Tenkan a été une résistance assez dingue. À chaque fois, on n'arrive pas à s'extirper de cette fameuse Tenkan ici en bleu. Ne parlons même pas de la Kijun. La Kijun est très très loin. On n'est jamais arrivé à la toucher depuis le 13 décembre 2021. Donc ça va être un facteur très important. Une fois qu'on aura touché cette Kijun ou qu'on aura dépassé cette Kijun, plus exactement aux alentours maintenant des 20 300 $, ça sera forcément un gros indicateur pour ceux qui suivent Ishimoku. Et sinon, en gros indicateur, en weekly, vous voyez qu'on a toujours notre moyenne mobile à 200 jours qui est quand même assez loin, 24 000. Et en daily, on n'en a pas parlé, mais vous voyez qu'elle a 19 000. Déjà passé en daily cette moyenne mobile 200, ça sera vraiment un indicateur assez important étant donné que c'est celle qui nous retient depuis le 30 décembre 2021. Donc au-dessus de la moyenne mobile 200 aux alentours des 19 600 actuellement, c'est sorti du bear market, rentré dans le bull run, en tout cas dans une phase avec beaucoup plus de confiance BTC. Important également, l'Ishimoku en monthly, c'est un indicateur, on va dire, très safe. Si vous avez peur des marchés risqués, déjà, je vous conseille pas forcément d'être sur Bitcoin si c'est le cas, mais pour essayer d'être entre guillemets sûr, d'attraper le bull run et d'être dans une phase haussière, l'indicateur de la Kijun en monthly est plutôt pertinent, étant donné qu'à chaque fois qu'on a clôturé, je parle bien de clôture en dessous de la Kijun ici en rond rouge, on était en bear market, et une fois qu'on a clôturé au-dessus de la Kijun en rouge ici, une fois qu'on a clôturé, parce qu'à chaque fois on n'a pas clôturé au-dessus ici, qu'on a eu une confirmation en clôture monthly, et c'était le retour du bull run, donc un indicateur très safe, parce qu'à l'heure actuelle vous voyez que la Kijun est aux alentours des 42 000, donc entre 16 000 et 42 000, il y a quand même beaucoup de pourcentage de hausse, donc ça, c'est un indicateur, on va dire, très safe pour les personnes qui aimeraient suivre le marché de loin et qui ne sauraient pas quand rentrer sur le marché. Forcément, si vous rentrez au-dessus de la Kijun, il y a peu de chances que vous ayez de mauvaises surprises sur Bitcoin. Alors maintenant, on va passer à ETH. ETH, ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné dessus, donc là, je vais vous le mettre en daily. Donc ETH en daily, c'est vraiment un token qui finalement n'a pas trop bougé. Ça fait un moment qu'il est comme ça. ETH depuis le 14 juin 2022 et même avant, depuis le 16 juin 2022, ETH est sur sa zone de rechargement très long terme ici. Zone de rechargement aux alentours des 1000 $ et avec un haut du range aux alentours des 1729. Je ne l'ai pas bougé. Elle existe depuis, je sais plus d'un an. J'ai tracé cette zone de rechargement largement. Pour l'instant, cette zone de rechargement ne bouge pas. On est dans une sorte de range. On est dans une sorte de triangle de compression ici que j'ai tracé. Forcément, sur ETH, ce triangle de compression va au bout d'un moment lâcher, que ce soit vers le bas ou vers le haut, mais en tout cas va lâcher. Et on aura forcément une impulsion en sortie de ce triangle de compression. Pour l'instant, moi, je table quand même sur une sorte de range là qui est suivi ici, dans cette zone de rechargement. Après, ce triangle de compression est assez visible, donc on va voir un peu comment ça va se passer. Peu de volatilité sur ETH, limite un stablecoin. Il n'y a pas grand chose à dire sur ETH, c'est pour ça que je le passe très rapidement ces derniers temps et ces derniers mois. Toujours le même schéma, il n'y a que ça à suivre. En weekly, il y a toujours la moyenne mobile 200 qui me paraissait pertinente étant donné qu'elle nous avait fait notre support ou notre résistance à chaque fois ici en rouge. Pour l'instant, vous voyez qu'elle a fait de la résistance sur le mois de décembre. Tant qu'on la reprend pas, il n'y a pas vraiment de hausse sur ETH. Après, ce qui pourrait nous faire reprendre cette moyenne mobile 200 ou ce qui pourrait être un catalyseur de la sortie du triangle de compression, c'est de reprendre cette moyenne mobile 200. Je sais pas dans quel sens ça va arriver, il faudra observer le jour même. Là pour l'instant
on peut pas vraiment savoir. En tout cas, en dessous de ce triangle de compression, je parierais un retour au bas du range, à minima, pour potentiellement trouver un support. Essayer d'effacer les doutes sur le fait que c'était vraiment un triangle de compression, mais on était plutôt dans une phase de range. Au-dessus du triangle de compression, au moins retour jusqu'au haut du range à 1700 et potentiellement plus haut, étant donné qu'on serait dans cette figure de triangle de compression. Voilà ce qu'on peut dire sur ETH. ETH, vraiment, c'est surtout le fondamental qui va aussi primer. ETH va suivre ce qui se passe sur les actifs risqués. ETH, si vous êtes dans ce token, c'est pas que pour la spéculation, je suppose, c'est aussi pour le projet. Il faut avoir confiance des fois aussi dans les projets. Et moi, j'ai confiance dans ETH. Je suis maximaliste ETH, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il y a juste pas grand-chose qui se passe sur ETH. Hein. Vous voyez, pour l'instant, ce qui bloque, c'est moyenne mobile 50. Ici, après, ça a été la moyenne mobile 100. Pour l'instant, c'est vraiment indicateur assez bateau. Et en Ishimoku, c'est pas ultra intéressant non plus, mais on a traversé le nuage d'Ishimoku. C'est le seul truc un peu positif ces derniers temps qu'on a fait. Voilà les amis, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous souhaite une très bonne année 2023 à tous. J'espère que ça va bien se passer en 2023 pour vous. Bonne santé, prenez soin de vous, c'est le plus important. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Du coup, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Eco Crypto. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez nous suivre sur tous les réseaux sociaux et si vous voulez nous suivre sur YouTube pour avoir une vidéo chaque jour. Le mercredi, à partir de 20h, n'hésitez pas à venir nous voir pour le live de l'atelier crypto. Comme chaque semaine, on a repris cette semaine, donc n'hésitez pas, il y a le replay également que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Très bonne année 2023. Salut les amis.